Grand Angle. Sur RCI. RCI 46, l'invité du Grand Angle ce midi est Roger Cantacuzen. Il est chargé de mission à l'ALEFPA pour l'Observatoire des violences envers les femmes. Oui, l'Observatoire des violences envers les femmes est ouvert au public depuis janvier 2019 et elle organise une conférence la semaine prochaine, le 7 mai prochain, sur le thème le harcèlement de rue et la citoyenneté. Bonjour Roger Cantacuzen. Bonjour et merci de me recevoir. Alors déjà, est-ce qu'on peut expliquer ce qu'est le harcèlement de rue ? Alors le harcèlement de rue, alors disons que là il s'agit d'un combat des structures féministes depuis très longtemps pour dire que très souvent les femmes dans la rue en fait se font aborder à n'importe quel moment et quelquefois il y a des excès. Quelquefois elles peuvent même se faire toucher, elles peuvent se faire suivre jusqu'à leur maison et donc il y a ce terme de harcèlement de rue qui a été évoqué. Alors maintenant, de manière assez récente, la loi est venue en fait combler un vide et on parle beaucoup plus non seulement de sanctions, mais le terme, si on parle sur le plan juridique, le terme ce sera plutôt le terme d'outrage sexiste. D'accord. C'est le terme qui est utilisé dans le code pénal. Et en l'occurrence, ce sera un outrage sexiste sur la voie publique. Alors, est-ce qu'on peut être un petit peu clair sur le harcèlement de rue ? Parce qu'il y a un peu de tout, on dit tout et un peu n'importe quoi, entre guillemets. Un psy, file-moi ton 06, ce n'est pas du harcèlement de rue ou c'est du harcèlement de rue ? Tout dépend de l'ampleur que ça prend ? Alors, tout dépend de l'ampleur, tout dépend du contexte et notamment des conséquences que ça a. Alors, si vous voulez, je vais peut-être donner de manière très rapide la définition du code pénal. Oui. Comme ça permettra d'être clair. Oui. En gros, le code pénal dit qu'un outrage sexiste, c'est le fait d'imposer à une personne tout propos ou tout comportement. Donc on est là aussi bien sur les paroles que sur les comportements. Tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste. Donc ça, c'est le premier élément. Et ensuite, il y a deux versants. Soit ces propos, ces comportements vont porter atteinte à la dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, d'une part, ou soit c'est des propos ou comportements qui vont créer une situation intimidante, hostile ou offensante. D'accord. Donc là, en fait, si vous voulez, le texte donne une enveloppe un petit peu large, et dans cette enveloppe, en fait, ça va être une question de contexte. Oui. Quelqu'un qui dit psyt sans aller plus loin, bon, ça n'a pas de conséquences juridiques. Maintenant, et c'est ce que relèvent beaucoup d'associations féministes, le fait, par exemple, de se faire citer tout au long d'une rue et tous les avec jours, de manière insistante, et surtout si la personne montre qu'elle n'est pas intéressée, c'est vrai qu'à un certain moment, ça a un caractère un peu lassant. Et ici, on est beaucoup concerné par le harcèlement de rue ? Oui, ici comme ailleurs. D'accord. Ici comme ailleurs, c'est pas spécifique. Alors maintenant, c'est vrai que selon les régions, selon les villes, il y a des endroits où c'est plus ou moins fort. Mais on peut dire que globalement, nous sommes quand même, dans les sociétés contemporaines, nous sommes quand même des sociétés extrêmement sexistes, en fait. Hein. Et moi qui suis un homme, en fait, je le reconnais. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à travailler sur ces questions, c'est pas quelque chose qui me paraissait évident d'emblée. D'accord. C'est-à-dire qu'une femme dise, bon, ben voilà, nous nous faisons harceler à longueur de journée. En fait, ça n'apparaît pas d'emblée, un psy par exemple, bon, ça n'apparaît pas d'emblée comme étant quelque chose d'inquiétant. Mais après, c'est une fois quel caractère prend le harcèlement de rue chez nous ? Alors, chez nous, bon, disons, c'est plutôt lorsque ça devient insistant. Et lorsque une personne, par exemple, psy, par exemple, et après veut aller plus loin, c'est-à-dire que la jeune femme ou la femme en question, montre qu'elle n'est pas intéressée. Et on a un cas concret, par exemple. Et que, bon, je ne vais pas vraiment donner des cas concrets, c'est plutôt, si vous voulez, comme exemple, si la personne continue à suivre cette personne et insistante, ou par exemple a des propos sur son physique, sur certaines parties de son anatomie. Bon, je ne vais pas utiliser les mots créoles, mais bon, on aura compris, on aura tous tout compris. le monde aura compris. Oui. En fait, là, on entre déjà dans des outrages qui sont sexistes ou sexuels. D'accord. Et qui peuvent être dégradants, en fait. Hein. Et qui sont les auteurs généralement ? Est-ce que ce sont des jeunes désœuvrés socialement, marginaux ou pas forcément ? Non, c'est pas spécialement des marginaux. On peut dire que selon l'intensité, selon la forme, effectivement, il y a des publics qui sont plus ou moins forts. Quelquefois, ça peut être beaucoup plus jeune, effectivement, et puis beaucoup plus les jeunes lorsqu'ils sont sur les bords de la rue, et surtout
très souvent lorsqu'ils sont en groupe. Et D'accord. ça aussi, en fait, c'est l'un des comportements masculins. Ça fait partie un peu de la socialisation masculine, le fait d'être en groupe, entre copains. Oui, Et on a envie de montrer un peu. C'est ça, c'est-à-dire que c'est souvent, en fait, on veut un peu montrer aux autres, ben voilà, qu'on est capable aussi d'aller plus loin, de capable faire d'être maladroit. des blagues, d'être maladroit, et puis de montrer un petit peu, bon ben voilà, on est un mec, qu'on en a, etc. Mais en fait, c'est à partir du moment où là, ça peut apparaître comme quelque chose, comme étant simplement une blague, quelque chose de rigolo, mais quand ça devient une atmosphère générale, là, ça peut entraîner des dérives qui sont plus importantes. Notamment si, par exemple, l'un décide d'aller toucher la personne qui passe, ou décide de la retenir pour qu'elle n'aille pas plus loin, pour pouvoir lui parler plus longtemps, là, ça devient excessif. Alors souvent, on dit que les femmes sont victimes, mais est-ce que les rôles peuvent être inversés? Est-ce qu'il y a des femmes aussi qui peuvent être auteurs de harcèlement de rue? Oui, bien sûr, dans l'absolu, c'est possible. Mais simplement, dans les faits, de manière majoritaire, c'est effectivement plutôt des outrages des hommes envers les femmes, de manière extrêmement majoritaire. Alors, il y a 8 mois, la France était le premier pays à pénaliser le harcèlement de rue par des amendes. Une centaine d'amendes ont été données depuis août 2018, 447 amendes plus précisément. Ça veut dire qu'on avance quand même vers cette démarche de pénaliser le harcèlement de rue. Oui, bien sûr. Effectivement, il y a l'amende qui a été créée. On avance dans cette démarche sur le plan juridique, mais ce qui est important, à mon avis, c'est que au-delà de l'aspect juridique, qu'on progresse du point de vue des comportements, des prises de conscience. Et c'est vraiment là que c'est important. Et il y a certaines associations qui travaillent sous forme de théâtre, par exemple, pour présenter des situations et pour que les gens se rendent compte qu'en fait, il peut y avoir des conséquences. Par exemple, une jeune femme qui se sent systématiquement, en passant dans telle rue, chaque jour, systématiquement, elle se fait aborder alors qu'elle a aussi envie d'être tranquille, qu'elle a envie d'une certaine sérénité. Bon, ça peut avoir un certain nombre de conséquences. Une personne qui se fait suivre jusqu'à son domicile alors qu'elle ne le souhaite pas, qu'elle veut du calme, ça aussi, ça a un certain nombre de conséquences. Donc, c'est amener à la prise de conscience de ces comportements et surtout d'être conscient que individuellement, on peut avoir l'impression que c'est un comportement isolé. Notamment pour les hommes, je l'ai dit là, en ce moment, envers les garçons et les hommes, on peut avoir l'impression que chacun a un comportement isolé. Sauf que l'addition tout au long d'une journée d'une série de comportements isolés, en fait, ça peut entraîner un ras-le-bol. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi, en fait, on en arrive à créer, sur le plan pénal, une condamnation. Et pour changer les comportements, comme vous le disiez à l'instant, comment l'Observatoire des violences envers les femmes, comment même la LEFPA, enfin, comment vous parvenez à cela? Est-ce que vous mettez en place des ateliers, des petits réseaux pour... Il y aura la conférence, bien sûr, le 7 mai pour en parler, mais au-delà des conférences, est-ce qu'il y a d'autres petits ateliers? Oui, bien sûr. Alors, nous pouvons dire que ça va même au-delà de l'Observatoire et de la LEFPA. En fait, il y a un véritable réseau sur la question d'associations qui sont aussi bien des associations militantes que des institutions qui travaillent sur les questions de violences faites aux femmes. Et ça, c'est un vrai progrès parce que il y a une dizaine d'années, il y a eu la première enquête sur les violences faites aux femmes. Elle avait été réalisée dans l'Hexagone en 2000, elle a été réalisée en Martinique entre 2008 et 2010. Et cette première enquête, en fait, avait permis de montrer, d'éclairer sur un certain nombre de phénomènes. À ce moment-là, les associations militantes existaient déjà, elles faisaient un travail extraordinaire sur le terrain, mais du point de vue des institutions, il n'y avait pas encore une prise de conscience aussi forte. Il n'y avait pas, par exemple, dans les commissariats, dans les centres de police, il n'y avait pas encore un accueil des personnes. Et là, sur les 10 dernières années, il y a vraiment la formation des personnes qui a été mise en place pour pouvoir recevoir les personnes, non pas avec des moqueries, mais les recevoir de manière sérieuse. Il y a aussi pour l'ensemble des structures des actions qui ont été mises en place, notamment dans les écoles. Il y a des interventions qui se font sur les comportements sexistes et sexuels, sur la déconstruction des stéréotypes, avec des résultats quand même assez intéressants, puisque
nous avons eu des échos d'élèves et d'enseignants qui disaient vraiment que que le fait de faire ces formations sur 2 heures, quelquefois sous forme de théâtre, quelquefois en ayant recours à de l'audiovisuel, à des films, en fait, ça a entraîné vraiment des prises de conscience. Et donc, on peut dire qu'il y a que les choses bougent. Que les choses bougent, que vraiment les choses bougent. Et pour la conférence du 7 mai, qu'est-ce qui sera mis en avant? Alors, pour la conférence du 7 mai, l'Observatoire va recevoir une sociologue, donc Nadia Chonville, qui a réalisé une enquête sur le harcèlement de rue à Fort-de-France. Et donc, elle va nous faire part de cette enquête. Donc, c'est une conférence tout public qui va se faire à la bibliothèque universitaire du campus. Et, à quelle heure? Alors, c'est le mardi 7 mai à 17h30, voilà. De 17h30 à 19h. Et l'intérêt, justement, c'est ne pas s'intéresser uniquement à un public de personnes qui connaissent déjà la question ou à un public d'universitaires. Au-delà de ceux qui travaillent sur ces questions, vraiment que les gens puissent poser des questions. Est-ce que, par exemple, le psy, des questions très basiques, est-ce que le fait de dire psy, est-ce que c'est du harcèlement? En tout cas, à quel moment ça devient du harcèlement, et quand ça ne l'est pas? Et voilà, et quand ça ne l'est pas, quelles sont les conséquences aussi qui sont possibles sur le plan pénal? Donc c'est important. Plus on en est conscient, plus on fait attention en fait à ses propres comportements. Merci beaucoup Roger Cantacuzène d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes chargé de mission pour l'Observatoire des violences envers les femmes et on vient de parler justement d'évoquer cette conférence qui aura lieu le 7 mai prochain à l'Université des Antilles à 17h30. 17h30. Merci beaucoup. Je vous remercie.